Présentation du règne animal. Animaux ou métazoaires, du mot métazoa du grec méta après et zoon animal par opposition aux protozoaires. Les animaux sont des eucaryotes, multicellulaires, mobiles et hétérotrophes. Les grandes étapes de l'évolution du règne animal. Un animal prend naissance à partir d'un zygote. Le zygote est le résultat de la fécondation entre un ovule par un spermatozoïde. Le zygote subit des divisions, il passe au stade 2, stade 4, stade 8, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la morula. Ensuite, la morula va aménager une cavité à l'intérieur appelée blastocèle et la morula va prendre le nom du blastula. Après la blastula, on va assister à l'émigration des cellules de l'extérieur vers l'intérieur du blastocèle. Cette migration ou invagination des cellules est appelée gastrulation. À la fin de la gastrulation, on obtient la gastrula. Comme vous le voyez, la gastrula présente un feuillet de cellules externes appelé ectoderme, feuillet de cellules internes appelé endoderme. Les deux feuillets sont séparés par le blastocèle et l'endroit par lequel les cellules ont migré est appelé blastopore qui communique avec l'arc enterrant ou intestin primitif. Dans le monde animal, il y a des animaux qui arrêtent leur développement embryonnaire au stade gastrula. Alors ces animaux-là, on les appelle les métazoaires diploblastiques. Donc, organismes caractérisés par un arrêt apparent de leur développement embryonnaire au stade gastrula. Ils ont deux feuillets, l'ectoderme, l'endoderme, séparés par la mésoclée. Donc deux feuillets, c'est pour la raison pour laquelle on a dit diploblastique, double 2. Donc vous avez l'ectoderme, vous avez l'endoderme, séparés par la mésoclée. Donc le blastocèle de tout à l'heure chez la gastrula a pris le nom de mésoclée. Et vous voyez l'arc enterrant et le blastopore. Les animaux diploblastiques, il y a les spongiaires, les cnidaires et les cténaires. On va étudier ultérieurement les spongiaires et les cnidaires. L'évolution du monde animal continue, on passe de diploblastique au triploblastique. Ça veut dire triploblastique, naissance d'un troisième feuillet qu'on va appeler mésoderme. Vous avez le mot méso qui veut dire milieu, qui va être situé entre l'endoderme et l'ectoderme. La question qu'on se pose, qui est-ce qui a donné naissance au mésoderme? Le mésoderme dérive de l'endoderme pendant le développement embryonnaire. Autrement dit, c'est l'endoderme qui donne naissance au mésoderme. Quel rôle il va jouer le mésoderme? Le mésoderme, il permet la différenciation d'organes internes qui sont l'appareil excréteur, les organes génitaux, la musculature. Évidemment, si l'animal est doté de musculature, il va effectuer des mouvements orientés et par conséquent, il peut faire la locomotion. Alors, quelle est la destinée de ce mésoblast? Le mésoblast, il est là, mais il a trois destinées. Il va donner ce qu'on appelle trois lignées. Nous avons la lignée des acélomates, des pseudocélomates et des célomates. Comme vous le constatez, tous ces mots-là contiennent le mot célomate, célomate, célomate. Célomate vient du mot célum qui veut dire cavité, cavité. Alors, quand vous voyez ici A, ça veut dire négation. Alors, dans cette lignée, les espèces n'auront pas de célum, n'auront pas de cavité. Ici, pseudo-célomate, les animaux pseudo-célomates, ils vont avoir une cavité, mais elle est fausse. Pseudo, ça veut dire faux, comme pseudopode, faux pied. Célomates, évidemment, ils ont une véritable cavité. Concernant les acélomates, comme vous le voyez dans cette coupe, vous voyez que le mésoderme qui est en vert ici, elle forme ce qu'on appelle un tissu de remplissage. Donc, il n'y a pas de cavité à l'intérieur de l'animal. Aucun organe n'aura une cavité. Les animaux qui sont dotés de cette structure, c'est les platémates ou les vers plats qu'on va étudier.
Ensuite, la lignée des pseudocélomates. Comme vous le constatez, la différence entre les deux schémas, que le mésoderme s'est retiré, laissant une place à une cavité, mais cette cavité, elle n'est pas vide, elle est remplie d'un liquide périviscéral, donc ce n'est pas une cavité, c'est une fosse, puisqu'il est rempli d'un liquide. Les animaux pseudocélomates, on va étudier les nématelminthes. Puis la lignée des célomates. Comme vous le constatez, le mésoderme se creuse en une ou plusieurs cavités célomiques. Donc, ce sont des espèces qui ont, ou des animaux qui ont, une ou plusieurs cavités. Alors, avant d'enchaîner dans notre chapitre, je vous demande d'observer avec moi ces deux animaux. Vous avez un poisson, vous avez une crevette. Alors, si vous remarquez le corps de la crevette, il est segmenté, il est constitué de plusieurs fragments. Donc, par contre, le corps du poisson n'est pas fragmenté. Alors, pourquoi le corps de la crevette est fragmenté et celui du poisson, il n'en est pas? Alors, on va faire la coupe transversale d'un animal qui a un corps segmenté. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce schéma-là. On retourne à notre phrase. Le mésoderme se creuse en une ou plusieurs cavités célomiques. Donc, on va avoir des célomes. Voilà un célome, deuxième, troisième, etc. Et vous constatez que dans chaque fragment, nous avons des organes. Vous avez le système circulatoire, vous avez, que vous trouvez dans chaque segment, ça se ressemble. Vous avez le système nerveux dans chaque segment, dans chaque fragment, et vous avez le système excréteur. Donc, nous avons une distribution périodique des masses musculaires, nerveuses, excrétrices ou génitales. Donc, nous assistons ici à une division du corps en unités anatomiques et fonctionnelles. Donc, ces unités-là, c'est ce qu'on appelle les métaméries. Donc, voilà un métamère, voilà un deuxième, voilà un troisième. Et le corps qui est doté de ces métamères, on le qualifie de métamérisé. Donc là, on est en présence d'un corps métamérisé, ça veut dire qu'il présente des métamères. On va retourner au système. Vous avez par exemple le système nerveux. Il est métamérisé, on le retrouve dans chaque métamère. Vous avez le système excréteur métamérisé, lui aussi, idem. De même, le système circulatoire, il est métamérisé, on le trouve dans chaque métamère. Sauf le tube digestif, il n'est pas métamérisé. Il commence par la bouche et se termine vers l'anus. Il n'est jamais métamérisé, le tube digestif, il est continu. Les célomes, bon, donc on va assister, les célomates vont se diviser en deux lignées. Nous avons les protostomiens et les deutérostomiens. Avant de continuer, donc vous avez ici le mot stome, ça veut dire bouche. Donc on va voir ce que ça veut dire. Donc chez les protostomiens, le blastopore va donner la bouche en premier. Proto. Chez les autres, le blastopore va donner l'anus et la bouche en deuxième, deutérostomien. Donc, si on veut, pour la définition, les protostomiens, chez lesquels le blastopore donne la bouche en premier et l'anus en deuxième. Chez les deutérostomiens, le blastopore donne l'anus en premier et la bouche en deuxième. Chez les protostomiens, généralement, ils ont un corps métamérisé. Le système nerveux antérieur est condensé, il est en relation avec une chaîne nerveuse ventrale. Donc, avant de continuer, je vais orienter l'animal. Donc, vous avez ici la partie antérieure, là, postérieure. Ici, vous avez le côté dorsal et là, la partie ventrale. Le système nerveux est condensé, donc il est condensé, réuni au niveau dans la partie antérieure, mais il est en relation avec une chaîne
nerveuse ventrale située au niveau ventral. Ensuite, cette chaîne nerveuse, le système nerveux, comme vous le constatez, elle est située sous le tube digestif. Donc, vous avez le tube digestif et le système nerveux, il est sous le tube digestif. On qualifie ces animaux d'hyponeuriens. Donc, hypo, ça veut dire au-dessous, neurien, du système nerveux, sous le tube digestif. Alors, les animaux hyponeuriens, nous avons les annelides, les mollusques et les arthropodes. Concernant le deutérostomien, le niveau de différenciation et la position du système nerveux permettent de scinder cet ensemble en deux groupes. Ça veut dire on va avoir deux lignées scindées, diviser l'ensemble en deux groupes. Vous avez les épithéloneuriens. Le système nerveux est imparfaitement dégagé de l'ectoderme dont il dérive. La céphalisation est nulle, pas de métamérie. Avant de vous expliquer, je vous rappelle que l'ectoderme, c'est lui qui donne naissance au système nerveux, une partie du système nerveux. Donc, qu'est-ce qu'il dit la phrase? Le système nerveux imparfaitement, il ne s'est pas dégagé de l'ectoderme dont il dérive, qui lui a donné naissance. Ça veut dire que l'ectoderme a donné naissance au système nerveux, mais il ne s'est pas dégagé, il ne s'est pas détaché de lui. La céphalisation, ça veut dire la formation d'un véritable cerveau, est nulle, n'existe pas. Il n'y a pas de métamère. Les animaux qui sont dotés de ces structures, vous avez les échinodermes, comme les étoiles de mer que vous connaissez. Vous avez les stomocordés. Vous avez ici l'espèce Balangololos. Et vous avez les pogonophores. Ensuite, vous avez les hypinoriens. Système nerveux complètement dégagé de l'ectoderme. Donc voilà, donc le système nerveux s'est complètement dégagé. Et là, on assiste à une véritable céphalisation, à une véritable formation de cerveau. Le système nerveux localisé au-dessous du tube digestif, donc vous constatez la différence. Tout à l'heure, il était au-dessous, maintenant, il est au-dessus. Présence d'une corde située entre le tube digestif et le système nerveux. On va voir le schéma. Voilà, donc vous avez le système digestif et vous avez le tube nerveux ou le système nerveux et la corde, elle est située entre les deux. Une remarque, la corde peut s'écrire soit CO ou CHO, c'est la même chose. Donc, les espèces qui sont dotées d'une corde, ils sont appelés les cordés. Vous trouvez dans certains ouvrages écrites CHO, c'est la même chose. Dans la lignée des cordés, nous avons trois lignées. Les procordés, tels que les acidies. Nous avons les céphalocordés, tels que l'amphixus. Et les vertébrés que vous connaissez, y compris l'homme. Pour récapituler ce que nous avons étudié depuis le départ, la destinée du mésoblaste, nous avons dit qu'il y avait trois lignées ou trois destinées du mésoblaste. Vous avez la célomate, pseudocélomate, célomate. On avait dit que chez les célomates, il y avait deux lignées, les protostomiens et les deutérostomiens. Les protostomiens, chez qui le blastopore dans la bouche en premier. Les deutérostomiens, chez qui le blastopore dans la bouche en deuxième. Chez les blastopores, on avait les hyponeuriens, ça veut dire le système nerveux situé sous le tube digestif. Chez les deutérostomiens, nous avons deux lignées, les épithéloneuriens et les épinoriens. Chez les épithéloneuriens, le système nerveux imparfaitement dégagé de l'ectoderme, pas de céphalisation, pas de métamérie. Chez les épinoriens, céphalisation, système nerveux au-dessus du tube digestif, corde entre tube digestif et système nerveux. Alors, on va voir maintenant la symétrie, le plan de symétrie chez les animaux. Donc, il y a des animaux qui ont un plan de symétrie et ils présentent la partie droite qui ressemble à la partie gauche. Dans ce cas-là, on parle de symétrie bilatérale.
Un autre exemple, vous avez la vue de l'extérieur d'une grenouille. Si on passe un plan de symétrie au centre, on va avoir la partie droite qui ressemble à la partie gauche, comme je viens de vous dire, la vue externe. Mais dans le monde animal, il n'y a pas que la symétrie bilatérale, il y a aussi la symétrie radiaire. Ou alors vous allez trouver dans d'autres ouvrages radiale, ça veut dire la même chose. Alors, comme vous le constatez, la symétrie bilatérale, c'était deux parties symétriques, mais ici, vous avez, par exemple, ici, 4 parties symétriques. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties symétriques. Alors, dans le premier cas, on dit c'est une symétrie radiaire d'ordre 4, et là, c'est une symétrie radiaire d'ordre 8. Pour vous rapprocher un petit peu de la réalité, qu'est-ce que ça veut dire que la symétrie radiaire? On va prendre l'exemple d'une boîte de lavage qui rit. Lorsque vous ouvrez une boîte de lavage qui rit, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 8 morceaux qui se ressemblent. Donc, nous avons une symétrie radiaire d'ordre 8. Si je partage cette boîte en deux, je vais avoir 4 de chaque côté. Donc, je vais dire, et comme avec la symétrie radiaire, s'ajoute la symétrie bilatérale, puisque je peux avoir 4 parties, 4 morceaux dans chaque partie. Évidemment, vous pouvez la partager en 4, vous aurez 2 morceaux, et on va dire symétrie radiaire d'ordre 4. J'espère que vous avez compris un petit peu la symétrie radiaire. Alors, dans l'ensemble du monde animal, vous avez des espèces, des embranchements qui sont sans symétrie, tels que les spongiaires, qui sont sans symétrie, ils n'ont pas de symétrie. Puis vous avez la symétrie, soit la symétrie bilatérale, soit la symétrie radiale ou radiaire. Seul embranchement qu'on va étudier qui possède une symétrie radiale, ce sont les cnidaires. Puis, au niveau de la symétrie bilatérale, nous avons le protostomien et nous avons le deutérostomien. Le protostomien, vous avez les platèneminthes, les annélides, les mollusques, les arthropodes, les nématodes. Les deutérostomiens, vous avez les échinodermes et les chordés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Évidemment, dans la partie spongiaire, cnidaire, platèneminthes, etc., c'est ce qu'on va étudier cette année dans la partie des invertébrés. Et puis, vous allez, chez les chordés, la partie des vertébrés, vous allez étudier